comment maîtriser votre consommation de chauffage? Est-il possible de se protéger de l'augmentation du coût de l'énergie? Cher conférencier, j'espère qu'on va pouvoir répondre concrètement à cette question. Voilà, je vous laisse nous rejoindre. Alors, on avait dit pour cette table ronde qui va durer environ 1 heure, on va être ensemble avant le déjeuner, qu'on commencerait par faire un petit tour de table de présentation. Allez, Christelle, vous voulez commencer? Vous avez un micro? Bonjour, donc Christelle Barbereau, je suis responsable des réseaux de chaleur pour l'EPT Paris Terre d'Envol, donc qui a la compétence actuellement pour 3 réseaux de chaleur, Tremblay-en-France, Blanc-Ménil, Sevran-Rougemont et le nouveau réseau de chaleur qui va être créé à Duny et Le Bourget. Voilà, on vous laisse continuer. Alors moi je vais prendre le relais, je m'appelle Franck Tilliette, je suis le responsable national des ventes et des partenariats donc, de la société Easy Comfort, groupe EDF. Donc on est une société nous spécialisée dans la maintenance des équipements de chauffage et le renouvellement quand ils sont en fin de vie. Donc on est une structure nationale avec des agences situées un petit peu partout en France. Il y en a à peu près 70, dont 6 en Île-de-France et 2 sur les départements 93 et 95. Donc voilà, on officie nous sur 3 segments de clientèle, le collectif privé, donc bien entendu les copropriétés, le collectif social, on a quelques bailleurs qui nous confient des lots de maintenance et de renouvellement, et puis le client individuel lambda. Voilà. Ouais. Et on est à peu près 1100 en France. Voilà, on va revenir à vous. Sofiane, alors pour continuer. Sofiane Benfaïd, je suis responsable de département chez Engie Solutions, en charge de la gestion de 4 réseaux de chauffage urbain, dont les réseaux de CVO et Geopicta, situés à Sevran et à Villepinte, dont on parlera tout à l'heure. Chez Engie Solutions, nous sommes une grande entreprise. Nous intervenons à la fois sur les bâtiments, en exploitation, en fourniture de services et d'énergie des bâtiments. Moi, aujourd'hui, je représente plutôt la direction qui s'occupe des grandes infrastructures, comme les réseaux de chauffage urbain, destinés pour les communes, les industries, les tertiaires, et qui fournissent de la chaleur et de l'eau chaude aux copropriétés, aux bâtiments communaux et aussi aux tertiaires. Voilà, merci. Laurent. Donc Laurent Nog, chef d'agence pour le groupe Coriance, donc qui est la maison mère en fait de 3 sociétés qui exploitent des réseaux de chaleur sur le territoire de l'EPT, donc pour les villes d'Aulnay-sous-Bois, de Blanc-Ménil et aussi de Duny-le-Bourget, dont Madame Barbereau vient juste d'évoquer la situation, puisque c'est un réseau qui n'est pas encore créé et qu'on va devoir monter toute pièce. Voilà, merci pour ce premier tour de table. Donc on va pouvoir commencer. Alors même punition pour vous, cher public. Ce qu'on a prévu, c'est effectivement que chacun présente son sujet, qu'on rentre dans le détail aussi bien technique, notamment là on va parler pas mal technique et tarifs. Et puis ensuite on réservera un peu de temps pour des questions-réponses tous ensemble. Voilà, Christelle, on avait dit que ce serait vous qui commenciez. Je vais vous donner la zapette aussi. Avec, effectivement, vous avez une présentation qu'on va afficher, voilà, qui est là. Voilà. Alors, on a déjà parlé des réseaux de chaleur, mais donc pour commencer, je voulais vous rappeler ce qu'est exactement un réseau de chaleur. Donc, un réseau de chaleur, c'est un système qui permet de distribuer de la chaleur qui est produite de façon centralisée et qui permet de desservir des usagers qui peuvent être des logements collectifs, des bâtiments industriels, des bâtiments publics, des piscines, etc. Donc vous avez une unité de production de la chaleur qui peut se faire à base d'énergie fossile, comme le gaz ou le fioul, ou à base d'énergie renouvelable, comme la géothermie profonde, qu'on a ici sur le territoire, ou la biomasse bois. On peut aussi utiliser des sources de chaleur fatale, comme la chaleur, par exemple, qu'on va récupérer sur des data centers ou des usines d'incinération de déchets, par exemple, qu'on n'a pas sur le territoire, mais bon, ça existe ailleurs. La chaleur fatale, pour que ça parle à tout le monde, c'est la chaleur qui avant n'était pas utilisée. Maintenant, on se dit, tiens, cette chaleur qui était dépensée dans l'air, qui était rejetée dans l'air, ben, finalement, on peut s'en servir. C'est de la chaleur qui est produite et qui n'est pas utilisée. Voilà, exactement. Donc ensuite, à partir de l'unité de production, on a un réseau de distribution primaire. Donc ce sont en fait des canalisations qui passent sous la voirie et qui transportent de l'eau chaude
qui arrive jusqu'au bâtiment, jusqu'à l'immeuble. Et là, on a une sous-station d'échange qui permet d'échanger les calories entre ce réseau primaire et le réseau secondaire qui circule au sein de l'immeuble pour produire le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc l'eau refroidie repart ensuite de l'immeuble jusqu'à la centrale de production. En fait, c'est une boucle fermée. Voilà. Alors, vous avez ici une carte du territoire, des 8 villes du territoire, où sont représentés le tracé des réseaux de chaleur en 2020. Voilà. Alors, le PT paritaire d'Envol, dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial, a réalisé un schéma directeur des réseaux de chaleur, donc avec pour objectif de développer les réseaux de chaleur alimentés par énergie renouvelable à horizon 2030. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la part d'énergie renouvelable locale sur le territoire, mais aussi de maintenir, voire d'améliorer la compétitivité des réseaux. Alors, on voit que donc sur le réseau, on a sur le territoire, on a donc 3 réseaux qui sont de la compétence ville, celui du Blanc-Ménil, celui de Sevran-Rougemont et celui de Tremblay. On a également des réseaux qui sont compétence ville, comme Villepinte, Sevran, Beaudotte, Aulnay-sous-Bois, et un réseau à Drancy qui est compétence Sipérec. Mais on a également des réseaux privés, comme les 2 réseaux d'ADP, voilà, qui sont gérés directement par ADP, le réseau de Gare au Nord, et puis un réseau privé également sur Aulnay-sous-Bois. Alors, en 2020, on avait 52 000 logements raccordés à un réseau de chaleur, avec un taux d'énergie renouvelable qui était de 40%, ce qui est assez faible, en raison de 5 réseaux qui étaient majoritairement déficitaires en ENR, dont les 2 réseaux d'ADP. Mais en fait, sur tous ces réseaux, on a des projets de verdissement d'ici 2030. Voilà. Donc ça, c'est l'état des lieux en 2020. Aujourd'hui, ça a déjà évolué depuis 2 ans. Alors, voici le schéma des réseaux de chaleur à horizon 2030 sur le scénario qui a été retenu en juillet par les élus de l'EPT. Donc, dans ce scénario, le taux d'énergie renouvelable d'ici 2030 serait de 72%, donc ce qui correspond aux objectifs de notre plan climat. Et on pourrait alimenter 86 000 équivalents logements d'ici 2030. Voilà. On peut noter, donc, on peut voir ici sur la carte le nouveau réseau de chaleur, donc tout à l'ouest du territoire de Duny-le-Bourget, qui est représenté. Juste en dessous, sur la ville de Drancy, un réseau de chaleur qui a commencé à se déployer avec le Sipérec. Des interconnexions qui sont déjà actées ou qui sont à l'étude. Donc l'interconnexion entre Sevran, Rougemont et Villepinte qui est déjà actée. Comment pardon, oui, Sevran-Beaudotte, excusez-moi. Ensuite, il y a l'interconnexion Sevran-Rougemont et Aulnay qui est à l'étude. Et l'interconnexion entre les réseaux de Duny-le-Bourget et du Blanc-Ménil, voilà, qui sera réalisée dans les prochains mois. Voilà. Alors, il est important de noter que lorsqu'on a réalisé le schéma directeur, on était dans un contexte de prix du gaz faible. Donc aujourd'hui, avec l'explosion du prix du gaz, on pourrait être encore beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a prévu sur cette carte. Voilà. Si on poursuit le développement des réseaux de chaleur de 2030 à 2050, on pourrait avoir un tracé des réseaux comme indiqué sur cette carte. Donc on peut voir que quasiment tout le territoire serait couvert par un réseau de chaleur, voilà, avec différentes sources de production, géothermie, biomasse, chaleur fatale et interconnexion entre les réseaux.
ce qui nous permettrait d'atteindre un taux d'ENR d'ici 2050 de 94% et d'alimenter 110 000 équivalents logements, c'est-à-dire un peu plus du double de ce qu'on avait en 2020. Voilà. Alors, je voulais faire juste un petit focus sur le classement des réseaux de chaleur. Donc, qu'est-ce que le classement des réseaux de chaleur ? Aujourd'hui, sur le territoire, on a 2 réseaux qui sont classés, celui du Blanc-Ménil et celui de Tremblay en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un certain périmètre, pour toute nouvelle construction d'immeubles, le raccordement au réseau de chaleur est obligatoire. Pour les bâtiments qui sont existants, si vous faites des rénovations importantes sur le bâtiment ou si vous renouvelez vos moyens de production, comme une chaudière gaz par exemple, vous devez vous raccorder au réseau de chaleur si vous êtes dans le périmètre de développement prioritaire. Alors, on peut déroger au classement si on présente une solution alternative qui est moins chère que le réseau de chaleur et si le taux d'ENR est supérieur à 50%. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au 1er juillet 2023, tous les réseaux de chaleur qui sont alimentés à plus de 50% par énergie renouvelable seront classés. Sauf si la collectivité décide par délibération de ne pas classer son réseau. L'objectif, bien sûr, c'est de faciliter le développement des réseaux de chaleur et d'assurer l'équilibre économique pour maintenir un prix de la chaleur qui soit compétitif pour les abonnés. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, si vous souhaitez renouveler vos moyens de production, même si vous n'êtes pas dans la zone classée, rapprochez-vous de l'ALEPT, de l'EPT, de la ville ou des délégataires pour savoir si le raccordement peut être envisagé. Voilà. Ça, c'est important. Quand vous parlez 110 000 logements 2050, hein, si je retiens bien, c'est par rapport au nombre de logements globaux, là on parle que des copropriétés hein, aussi, ou des logements sociaux. Ça représente quel pourcentage ? Alors, là, j'ai pas le chiffre exact en tête. C'est principalement des logements sociaux sur le territoire. Hein, mais là, effectivement, dans les 110 000, c'est copro et logements sociaux. Oui. Oui. Donc ça comprend les deux. Allez, on va continuer, on reviendra après sur votre présentation, sur les réseaux de chaleur. Laurent, on avait dit effectivement, en faire écho à la présentation de Christelle, c'est quoi les avantages de réseaux de chaleur alors ? Alors tout d'abord, avant de préciser en fait quels sont ces avantages, je voudrais simplement en fait indiquer aux copropriétaires qui sont en face de nous aujourd'hui que le raccordement au réseau de chaleur en fait n'est possible que pour des installations collectives. Les habitats qui disposent en fait de chaudières individuelles dans les appartements en fait malheureusement est plus difficilement raccordable et nécessiterait en fait de très gros travaux en fait d'investissement. C'est possible sur le plan technique, on a quelques bailleurs sociaux ambitieux qui le font, mais néanmoins un peu plus compliqué. Alors maintenant, si on s'attache justement aux copropriétés qui sont raccordables, donc il y a bien sûr de multiples avantages hein, au raccordement au réseau de chaleur. Tout d'abord, il y a des bénéfices en fait sur le plan environnemental, puisqu'en fait la plupart des énergies que nous utilisons en fait sont quand même des énergies renouvelables. Madame Barbero l'a précisé en fait juste avant. Donc on sait les bénéfices en fait qu'apportent ces énergies du point de vue en fait de la diminution en fait des gaz à effet de serre. Par ailleurs, ce sont quand même majoritairement des ressources locales. Alors pour le cas en fait des réseaux qui sont à l'heure actuelle exploités en fait par le groupe Coriance, ce sont en fait des réseaux de chaleur en fait à base de géothermie. Donc on vient chercher en fait de la chaleur dans le sous-sol et aussi donc c'est vraiment une ressource purement locale, mais également dans la biomasse, hein, puisque les collectivités en fait qui lancent ces délégations de service public souhaitent quand même que l'approvisionnement en biomasse se fasse dans un giron quand même relativement proche. Hein. On est sur certaines DSP, en fait, on est à moins de 80 ou 100 km. DSP, alors attention aux acronymes. Hein. Pardon, en effet. Délégation de service public, puisque en fait, les réseaux, la plupart des réseaux de chaleur, en fait, sont sous la tutelle en fait, d'une collectivité, que ce soit une ville ou le PT, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et donc, en fait, lance des délégations de service public pour confier à un exploitant privé, en fait, la gestion en fait, de ces réseaux de chaleur.
Quand vous parlez de biomasse, finalement, qu'est-ce qu'on comprend dans la biomasse? Alors, la biomasse c'est extrêmement large, hein. On parle de bois en fait, hein. Ça peut être aussi bien en fait des déchets de bois issus de scieries que de plaquettes forestières de bois gérées, etc., etc. Voilà, c'est un domaine qui peut être assez vaste en fait, la biomasse. Alors pour continuer en fait, à moins que vous aviez une autre... Ok. Pour continuer la présentation en fait sur les bénéfices, il y a bien sûr aussi des bénéfices en fait sur le plan opérationnel. Il suffit de le voir en fait à partir du moment où on raccorde en fait une résidence à un chauffage urbain, la chaudière en fait de l'habitat en fait n'est plus nécessaire, et donc les risques de combustion inhérents en fait à ce type d'installation sont quand même voilà, on voit bien beaucoup mieux sécurisés en fait que peut l'être une chaufferie collective. Par ailleurs, nous avons quand même une équipe d'exploitation pour les réseaux de chaleur qui est présente sur site. Donc ce sont déjà des emplois en fait locaux. Les techniciens viennent en fait des villes avoisinantes en fait pour la gestion en fait de ce réseau de chaleur. Et enfin le dernier avantage en fait majeur, bien sûr, c'est le plan économique, notamment pour de multiples raisons. Déjà la mutualisation en fait des outils de production. Puisqu'un réseau de chaleur, l'objectif c'est de pouvoir en fait concentrer la production de chaleur en un point donné pour alimenter des quartiers ou des villes entières. Donc bien évidemment, il y a un effet de masse qui fait que on mutualise en fait les coûts de production. Après, quand on parle en fait des réseaux de chaleur à origine renouvelable, bien entendu, et on le voit en ce moment avec le contexte énergétique qui n'est pas du tout en faveur en fait des énergies fossiles, mais le fait de faire appel à la géothermie et à la biomasse en fait permet de maîtriser considérablement en fait ces charges en fait de chauffage. Voilà pour les avantages en fait majeurs. Ce qu'on peut aussi indiquer, c'est que les réseaux de chaleur en fait qui aujourd'hui alimentent à plus de 50% d'énergie renouvelable, on peut appliquer en fait une TVA à 5,5, ce qui n'est pas le cas du gaz par exemple, où là c'est une TVA à 20 qui est appliquée aujourd'hui. Voilà, donc de multiples avantages en fait sur cette partie-là. Oui, donc finalement, on voit qu'il y a pas mal d'avantages à être sur les réseaux de chaleur. Alors, sur l'aspect énergétique, si j'ai bien compris, sur le territoire, on est à peu près à 50% en ENR, en énergie renouvelable. Donc, ça veut dire qu'en amortisseur de la hausse des coûts d'énergie, c'est à peu près c'est pareil. Donc, ça veut dire 50% à peu près. Alors, ce que je peux vous indiquer, en fait, comme pour quelques éléments qui restent assez moyens, puisque tout dépend de la copropriété, de la façon dont elle est alimentée, mais globalement, en fait, le prix du gaz, du moins pour des collectifs qui étaient alimentés au gaz, ont vu pour certains une augmentation en fait, de 70% entre 2021 et 2020, puisque la hausse en fait, du prix du gaz s'est fait sentir à peu près à la sortie de l'été. Et entre 2022 et 2021, il y a aussi encore une nouvelle hausse, à peu près de 60%. Pendant que les réseaux de chaleur, alors chaque réseau de chaleur est bien sûr différent en fonction de la façon dont il est alimenté, mais si on regarde en fait ceux du groupe Coriance, on était entre 15 et 30% d'augmentation en 2021 par rapport à 2020, donc on voit bien, c'est à peu près c'est un peu moins de la moitié en fait pour le coup de l'augmentation qu'ont pu subir les collectivités alimentées en 100% gaz. Oui, et puis Christelle, il y a une meilleure maîtrise du coût de l'énergie aussi, parce que finalement la production est locale, donc on est moins condamné à acheter et à subir les hausses qui viendraient. Alors oui, en fait, tous nos réseaux de chaleur qui sont alimentés par énergie renouvelable sont aujourd'hui compétitifs par rapport au gaz. Et ce qu'on a constaté, c'est que plus le taux de NR est élevé sur un réseau de chaleur, moins la hausse va se faire sentir, quoi. Exemple, Tremblay-en-France et Villepinte, on est à 80% de NR, donc forcément, la part gaz n'est que de 20%, donc forcément, la hausse va moins se faire sentir sur ces réseaux. Alors, on va continuer, Sofiane. Encore un petit point, Laurent, pardon. Juste pour préciser, parce qu'il y a quand même le bouclier tarifaire que le gouvernement a mis en place, donc juste une précision par rapport à cela. Le bouclier est applicable en fait depuis novembre 2021 et le gouvernement a d'ores et déjà indiqué en fait qu'il arrêterait ce bouclier en juin 2023. Donc ce bouclier permet en fait de freiner une partie de l'augmentation en fait du prix du gaz. Mais néanmoins, de toute manière, quand on compare en fait une installation collective qui dispose en fait de ce bouclier tarifaire
par rapport à un réseau de chaleur, on voit que de toute manière, le réseau de chaleur en fait, reste encore compétitif vis-à-vis de ce bouclier. Donc, bien évidemment, en fait, au-delà de 2023, il y a un avantage en fait, non négligeable en fait, à être accordé à un réseau de chaleur. Et d'ailleurs, on ne l'avait pas préparé sur la table ronde, mais ce bouclier fiscal, il intervient sur le gaz et l'électricité, mais est-ce qu'il intervient aussi sur la hausse des coûts d'énergie sur le réseau de chaleur? Alors, la hausse en fait, des coûts d'énergie provient en fait, des énergies fossiles, Ouais. donc du gaz notamment. Donc finalement, pour le réseau de chaleur, c'est la même chose. Il y a un Tout à bouclier qui est... Et il y a un bouclier qui est en effet appliqué sur la part uniquement liée au gaz. Très bien. Alors ensuite, Sofiane, alors on avait dit effectivement, là je crois que vous avez une présentation, là on irait effectivement sur une présentation concrète d'un réseau de chaleur et notamment l'interconnexion qui a été réalisée. Hein. Alors c'est une présentation en 2 temps. Dans un premier temps, je vais rappeler en quoi les réseaux de chauffage urbain sont les meilleurs alliés pour les copropriétés, pour les accompagner dans la transition énergétique. Et comment se positionnent les délégataires par rapport aux délégants, qui sont les villes, pour les 2 réseaux que je représente. Et dans un deuxième temps, je parlerai d'un projet très concret qui est l'interconnexion des réseaux Sevran et Villepinte. On en a pas mal entendu parler depuis le début de la matinée. Je vais en parler un peu plus concrètement. Donc, dans un premier temps, je représente les 2 réseaux de CVO et GeoPicta que vous voyez au centre de cet écran. Ce sont donc des réseaux, comme ce qui a été dit, qui sont performants par la centralisation de la production de la chaleur et qui sont performants par la diffusion de cette chaleur sur les 11 km que comptent ces 2 réseaux. Ils ont la même longueur. Donc la livraison au pied de vos copropriétés de manière performante de l'énergie. Et en plus, ce sont 2 réseaux qui ont fait le choix des énergies renouvelables au bon moment. Parce qu'ils ont fait le choix des énergies renouvelables en 2013 pour Villepinte, avec un passage à la géothermie au Dogger en 2016. Le Dogger, c'est une couche d'eau chaude située à 2 km de profondeur. On fait remonter à la surface une eau à 72 degrés et qui vient alimenter... Alors, les années où il ne fait pas trop froid à 80%, mais on peut dire 64% de l'énergie annuelle de Villepinte. Et Sevran a fait le choix de cette énergie renouvelable en 2015 pour une mise en service d'une biomasse qui a eu lieu en 2018. Biomasse, en effet, du bois naturel, et qui est de 12 MW, une chaufferie de 12 000 kW située à Sevran, et qui irrigue aussi les 11 km et qui fournit plus de 50% de l'énergie d'une copropriété sur l'année, à partir d'un bois naturel. Donc on peut féliciter ces municipalités qui, avant la hausse du gaz, avant le contexte de l'Ukraine, avant ce contexte qu'on connaît actuellement, ont détecté la nécessité, et par rapport à leur engagement environnemental, de verdir leur réseau. Donc les délégations de services publics, comme on voit sur le schéma, ont un délégant, qui sont les communes, et qui nous choisissent Engie Solutions pour opérer ces 2 filiales, que sont CVO et GeoPicta. Et en tant que délégataire de services publics, donc au centre, les abonnés, que sont les copropriétés, mais pas que. La ville, les communes sont aussi un abonné pour leurs bâtiments communaux. Et puis il y a les bailleurs, et puis il y avoir l'hôpital Robert Ballanger, que la plupart d'entre vous connaissent, et est raccordé au réseau CVO. Alors, comment nous accompagnons la transition énergétique de vos copropriétés ? Tout d'abord, nous sommes un acteur local, comme ce qui a été dit, et nous sommes proches de la gestion de votre copropriété auprès du syndic. Donc le syndic, c'est le payeur. Donc ce n'est pas l'usager comme on voit tout à droite. Nous sommes en contrat avec l'abonné qui est le syndic. Donc d'abord, nous sommes en relation avec lui pour nous assurer de la bonne compréhension de ce qui est facturé par les 2 délégations de services publics. Mais pas que, nous sommes en relation aussi avec les usagers via les conseils syndicaux de vos copropriétés. Donc il faut quand même avoir en tête que nous sommes Engie Solutions, acteurs sur des délégations de services publics, mais un acteur local. Nous rencontrons vos conseils syndicaux et nous sommes là pour expliquer comment est fait la facture, comment sont les tarifs de la chaleur, le contexte de l'énergie et comment nous opérons ces réseaux avec des équipes d'exploitation. Et on ne parle pas d'équipes de 100 personnes, hein, c'est 7 à 8 personnes qui opèrent chacun de ces 2 réseaux. Comment nous opérons ces réseaux de manière à vous assurer l'énergie la plus performante et la moins chère possible. Nous opérons ces réseaux pour assurer la meilleure régulation au niveau de ces sous-stations et de vous assurer l'énergie la plus performante. Et nous avons la capacité de vous contacter, vos copropriétés, pour vous dire si jamais vous consommez trop d'énergie. Nous avons ce rôle-là aussi de vous conseiller
par rapport au froid qu'il fait, on peut détecter le fait que votre ratio de consommation est trop élevé. Et nous sommes là pour être force de conseil. Et comment vous savez finalement, comment vous Alors, pouvez piloter les consommations? Là, vous parlez au niveau de l'ensemble de la copropriété ou au niveau du au niveau logement? de l'ensemble de la copropriété, parce que nous ne sommes pas à la maille d'un logement, nous sommes vraiment à la maille d'une copro. Et si à un mois donné, un mois de novembre, il a fait tant de DGU, le DGU c'est l'indicateur qui dit du froid qu'il a fait, vous avez consommé, merci, vous avez consommé tant d'énergie, on est capable de vous dire, bah, ça nous semble bizarre, vous avez surconsommé. Quelle est votre courbe de chauffe au secondaire? Est-ce que le comportement du bâtiment est normal? Enfin, nous sommes là aussi en tant que délégataires pour vous accompagner, pour vous permettre que vos consommations ne soient pas plus élevées que nécessaire. Nous sommes là aussi pour vous conseiller de retarder votre période de chauffe. Il faut savoir que 15 jours de chauffage peut représenter jusqu'à 4% de votre budget chauffage annuel. Donc nous sommes là en tant que délégataires pour vous dire aussi n'allumez pas trop tôt. Nous sommes là pour nous assurer que vous avez sollicité des mécanismes d'aide financiers aussi, comme le bouclier tarifaire qui a été évoqué. En tant que délégataire, nous vous contactons chaque copropriété pour savoir si vous avez demandé votre aide et que vous ne passiez pas à côté. Et enfin, pour terminer, et avant de parler du projet d'interconnexion, et c'est lié, nous sommes là pour étendre les réseaux de chauffage urbain de manière à permettre à le maximum de copropriétés de pouvoir s'y raccorder. Justement, parlant d'extension et de projet, donc c'est le projet d'interconnexion des réseaux de Sevran et Villepinte est concrètement un projet d'augmenter l'énergie renouvelable sur ces deux réseaux. Donc Engie Solutions, qui opère ces deux réseaux, a détecté l'opportunité d'augmenter le taux ENR. Comment? En ajoutant une pompe à chaleur côté Villepinte sur les puits de la géothermie dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on rajoute une pompe à chaleur, on diminue la température de l'eau qu'on réinjecte dans les sous-sols de la Terre et on augmente la température produite. Et du coup, la géothermie est plus puissante. Cette géothermie, elle a un potentiel et on va rajouter un équipement pour exploiter ce potentiel. Donc, Géopicta, le réseau de Villepinte, va passer en continu à un taux qui passera de 64% à 73%. Et cette chaleur, qui est passée à 73% côté Villepinte, on va pouvoir la proposer aux Sevranais. Et Sevran va pouvoir consommer de cette énergie à hauteur de 30 gigawattheures par an. C'est un peu plus d'un quart des consommations de Sevran annuelles, en substitution du gaz. Et du coup, côté Sevran, là où aujourd'hui on peut assurer une chaleur à plus de 50% d'énergie renouvelable, on prévoit d'avoir une chaleur à 80% d'énergie renouvelable. En quoi ça accompagne la transition énergétique de vos copropriétés? C'est que vous proposez une chaleur plus renouvelable. C'est l'étiquette énergétique de vos logements qui sera meilleure. Chacun de vos logements des copropriétés sera moins émettrice de CO2. Et en plus, ça s'accompagnera d'une baisse tarifaire. Aujourd'hui, on ne peut pas la connaître exactement en précision, le prix moyen de la chaleur, comment il va diminuer. L'idée, c'est d'être moins dépendant aux énergies fossiles. Et la hausse que nous connaissons tous à cause du prix du gaz, on va freiner cette hausse du prix de l'énergie en augmentant la part d'énergie renouvelable dans chacun de ces deux réseaux. Donc il faut souligner l'accord qui a été trouvé entre les deux villes de Sevran et Villepinte, qui n'opèrent pas le même réseau, et qui se sont dit, on se met d'accord pour connecter par la canalisation de 2 km qu'on voit au milieu de cet écran et par une sous-station d'échange. On peut souligner du coup l'accord de ces deux communes pour se dire on va échanger de l'énergie et ça va augmenter le taux ENR sur chacun de nos deux réseaux. Et ça rentre en effet dans le schéma directeur de l'EPT, de Paris-Terre d'Envol, qui prévoit les interconnexions de réseaux comme les solutions prioritaires pour augmenter les énergies renouvelables sur le territoire et par rapport aussi à la précarité énergétique et sociale. Pour conclure, ces 2 km de réseau qui vont passer dans le cadre de cette interconnexion vont permettre donc de raccorder aussi de nouvelles copropriétés, dont la ZAC Terre d'eau qui va se construire à Sevran. Donc les futures copropriétés de la ZAC Terre d'eau vont pouvoir bénéficier de cette chaleur et tenter aussi d'étendre notre réseau vers de nouveaux secteurs. Donc Engie Solutions, via ces 2 délégations de services publics, vous accompagne copropriétés pour vous proposer une chaleur plus verte et moins coûteuse.
Voilà, on va arriver mais juste avant d'arriver à vous, Franck, sur ces réseaux de chaleur, est-ce qu'ils sont connectés aussi en dehors du territoire? Est-ce qu'ils sont interconnectés plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on parlait de métropole, on interconnecte l'ensemble des réseaux de chaleur de métropole de Grand Paris? Je vais laisser Madame Barbero répondre peut-être sur l'ensemble de la métropole. Pourquoi pas? Là, c'est pas encore dans notre schéma directeur, mais pourquoi pas? On peut s'interconnecter avec un réseau voisin s'il y a un intérêt de chaque côté. Hein. Voilà. Oui, parce que finalement, ça augmente la résilience aussi. Au-delà des coûts, on peut injecter de l'énergie verte, mais ça augmente la résilience, puisque on peut faire passer l'énergie dans un sens comme dans l'autre. Oui, ça peut être une des vertus d'une interconnexion, sachant que l'idée, et je pense que Mme Barbero peut confirmer ce que je vais dire, l'idée c'est d'économiser les coûts de production, limiter les centres de production et mettre en avant, favoriser les points de production d'énergie renouvelable. Ouais. Laurent, on avait dit qu'on dirait un petit mot sur les 19 degrés, parce que c'est un rôle important aussi qu'ont les usagers de piloter la température chez eux, parce que finalement on consomme beaucoup moins d'énergie quand on chauffe moins. Oui, et puis il faut peut-être tout d'abord rappeler la réglementation, hein, puisqu'il y a une réglementation en fait, qui existe sur la température intérieure en fait, dans les pièces d'un bâtiment, et notamment pour les logements, c'est 19 degrés. Donc on l'oublie peut-être un peu trop souvent, quoique peut-être on l'oublie un peu moins en ce moment avec le prix du gaz qui s'est envolé, mais voilà, il faut le rappeler, c'est 19 degrés, même si on souhaiterait plutôt avoir du 20 ou 21 degrés, mais il faut savoir qu'un degré de diminution en fait, dans un appartement, c'est 7% de consommation en moins. Si on regarde juste le projet d'un raccordement à un réseau de chaleur, avant de parler de PAC, je suis un copropriétaire, je peux me raccorder à un réseau de chaleur, ça va se passer comment? Il faut combien de temps en termes de délai et en termes de coût? Un copropriétaire qui s'intéresse à se raccorder à un réseau de chauffage urbain va d'abord nous contacter en tant que délégataire. On a donc une plateforme publique Internet qui permet de nous contacter. Nous allons regarder la distance d'abord de cette copropriété au réseau de chauffage urbain et s'il existe un projet de développement, d'étendre le réseau vers cette copropriété. On étudie une opportunité de voir s'il y a un équilibre économique entre ouvrir des tranchées sous voie publique pour ramener le réseau jusqu'au pied de ce bâtiment et un équilibre financier pour cette copropriété de se raccorder. Si cet équilibre nous semble correct, nous proposons à la copropriété un raccordement via une police d'abonnement au réseau de chauffage urbain. Voilà, et en termes de délai, alors imaginons, je suis copropriétaire, j'ai le réseau qui passe dans ma rue, donc bon, tous les voyants sont ouverts. Si je vous fais la demande, de combien de temps après je suis raccordé? Alors après, il y a j'imagine des travaux aussi dans la copropriété qu'il faut opérer, mais... Oui, là c'est un peu au cas par cas en fonction des besoins. Si c'est une copropriété existante qui veut par exemple migrer des énergies fossiles à ce réseau de chauffage urbain parce qu'elle a une chaudière gaz collective ou une chaudière fuel collective, là déjà on ne peut pas faire de travaux pendant la saison de chauffe. Donc selon à quel moment elle nous contacte, on va avoir besoin de la période estivale pour réaliser ces travaux. La période estivale est le temps nécessaire pour faire les travaux. Donc on est sur de l'année pour mettre en place un tel projet, entre la signature de la police d'abonnement, la réalisation des travaux. Tout dépend si la demande intervient au mois de septembre-octobre, où là on perd quelque part 6 mois parce qu'il ne va rien pouvoir se passer pendant la période hivernale, ou si elle intervient plutôt au printemps, et là des travaux sont possibles dès l'été. Voilà, donc ce qu'on peut donner comme conseil, c'est se rapprocher de vous déjà pour voir si c'est raccordable. Des délégataires, oui. Oui. Et ensuite, effectivement, prévoir un temps de 1 an à peu près pour le temps de faire les travaux. Mais il y a les temps de vote aussi en Assemblée Générale. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Laurent, vous vouliez préciser quelque chose? Oui. Non, c'était juste pour préciser qu'il y a aussi, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Sofiane en fait, sur cette partie-là, mais il y a aussi les délais en fait, relatifs à la copropriété en elle-même, entre l'information en interne vis-à-vis du conseil syndical peut-être en premier lieu, et puis de l'ensemble des copropriétaires, et puis après le vote en Assemblée Générale. Christelle, est-ce qu'il y a des aides aussi pour ces coûts de raccordement, parce que ça coûte un petit peu d'argent aujourd'hui sur le territoire? Je pense qu'il y a les C2E pour les constructions existantes, c'est ça? Oui. Voilà. Donc après, ça, c'est le délégataire qui peut faire bénéficier la copro qui veut se raccorder des C2E et l'inclure dans les droits de raccordement de la copro. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas d'aide particulière sur le territoire de forfaitaire de raccordement? Non, il n'y a pas d'aide particulière, non. Voilà. Je rajouterai un point en fait, complémentaire dessus, Madame Barbero. En fait, il y a en effet un dispositif C2E
qui existe depuis de nombreuses années en fait, sur l'accordement. Et tout récemment, en fait, il y a des dispositifs qu'on appelle des C2E coup de pouce qui viennent en fait, bonifier justement la valorisation en fait, des montants de C2E, donc qui encouragent davantage les copropriétaires en fait, à pouvoir se raccorder au réseau de chaleur. Alors si on va être concret, peut-être on a une idée de ce que ça représente, les C2E, juste pour donner, sans regarder l'épaisseur du trait, mais pour donner une petite idée. Alors je vous avoue, je n'ai pas les chiffres en tête, peut-être Sofiane a... Non, après, selon la taille de la copropriété, selon la fiche C2E qui est sollicitée, on est sur une participation au budget qui est de l'ordre de 10-30%, mais c'est pour donner une indication de comment l'aide C2E participe au financement de ces travaux pour la copropriété. Oui, donc c'est substantiel, c'est pas neutre. Hein, c'est pas neutre, c'est pas la totalité, mais c'est pas neutre. C'est pas neutre. Allez, on continue. Donc, on imagine, Franck, pour Easy Comfort Groupe EDF, oui, c'est pas facile, il faut tenir le papier, la zapette, le micro, ça fait beaucoup. On va vous laisser parler, mais effectivement, il y a des solutions aussi quand je suis pas raccordable à un réseau de chaleur. Voilà, c'était la bonne transition. Je pense que on vient en fait, la PAC, la pompe à chaleur, est un des outils de la transition énergétique. Et en effet, il y a des cas où on ne peut pas se raccorder et où la PAC est une des solutions préconisées pour les copropriétés. Donc, je ne vais pas revenir à la présentation d'Easy Comfort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est filiale d'EDF à 100%. Alors, on est des exploitants, c'est-à-dire en fait, nous, on maintient les chaudières gaz ou fioul individuelles. Et bien entendu, on a pris le pli de la transition énergétique et de remplacer ces chaudières à énergie fossile par des ENR et notamment par le virage de la pompe à chaleur. Donc, oui, pour faire, là je vous coupe, mais finalement on a les chaufferies collectives, là plutôt réseau de chaleur, et puis vous travaillez plutôt sur les chaudières individuelles qui étaient plutôt aussi à énergie fossile, et comment on peut les faire migrer sur des énergies renouvelables. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc il y a eu le premier virage qui était les chaudières basse température que l'on a passé en chaudière à condensation avec un meilleur rendement. Et puis le deuxième virage qui commence à s'opérer dans l'individuel, plus particulièrement, mais on parlera également de la pompe à chaleur collective, c'est le passage sur en effet sur la PAC, la pompe à chaleur. Alors une petite chose, alors un principe de fonctionnement, un schéma de principe, hein, je pense que c'est important. Donc comment ça fonctionne une pompe à chaleur? Vous avez en fait un capteur, on va aller capter les calories hein, dans l'air, et ensuite on va les transformer en état gazeux puis liquide pour alimenter le circuit du logement, hein, c'est-à-dire via les émetteurs, c'est-à-dire les radiateurs, ou un plancher chauffant quand on a donc un plancher chauffant. Voilà. Donc voilà. Et alors ensuite, ce qui vraiment est important, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors c'est un nom qui peut paraître un peu barbare, un acronyme de plus, Xavier, mais c'est ce qu'on appelle le COP. Alors le COP, c'est le coefficient de performance, et c'est ce qui fait que on dégage les économies. Le principe, c'est quoi? C'est que quand on injecte 1 kW, on en restitue 4. Hein. Donc en fait, on fait 75% d'économie. Donc, on va rentrer peut-être un peu dans le jargon, mais des PAC, des pompes à chaleur. Vous avez sûrement entendu parler de PAC RO. Hein. Alors, pourquoi? Alors, le premier sigle correspond au mode de captage. Hein. C'est-à-dire qu'on va chercher les calories dans l'air. Et O, c'est le mode de diffusion. Hein. On va les ramener dans le circuit du logement, donc dans les radiateurs ou dans le plancher chauffant. Et ensuite, c'est aussi une autre forme de PAC. Vous avez ce qu'on appelle les PAC RR. Benjamin, on a un petit retour. Ah non, on l'a juste sur l'écran. Je vais faire annuler. Voilà, donc la PAC RR, hein, même principe, mode de captage. On va chercher les calories dans l'air et on va les diffuser également dans l'air. C'est ce qu'on appelle un petit peu plus vulgairement une climatisation. D'accord ? Voilà, c'est juste pour le public ne voit pas. S'il nous dit je vais couper l'écran, ça c'est la télé. Ah non, c'est parce que j'ai ça qui me gêne devant. Voilà, excusez-moi. Donc voilà pour le principe de fonctionnement et pour l'effet de levier qu'on appelle le COP. Juste une précision, le COP c'est j'investis de l'énergie,
je récupère de l'énergie. Ça existe aussi pour le pétrole, hein, c'est-à-dire que, et pour le gaz, c'est-à-dire qu'il faut investir de l'argent, de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut investir des litres de pétrole pour faire tourner des machines qui vont extraire du pétrole. Oui, Ça revient un peu pareil. Oui, sauf que là, en fait, on est sur de l'électricité. On est bien d'accord, l'énergie concernée, c'est l'électricité. Alors, on a des packs hybrides, hein, donc là, qui associent l'électricité et le gaz, mais vous avez raison, on est sur là de l'électricité en tant qu'énergie. Alors, juste un petit laïus sur le contexte et sur le parcours. Bon, étant EDF, on avait une contribution toute naturelle à accompagner, je dirais, cette transition énergétique. Alors, en effet, en transformant des systèmes de chauffage à énergie fossile par des systèmes ENR. Donc, ça, c'est hyper important pour nous, puisque, comme vous le disiez, on a un gros portefeuille de chaudières, gaz, fuel. Et notre contribution, c'est d'accompagner, d'aider nos clients à transformer donc, ces systèmes de chauffage par des pompes à chaleur beaucoup moins énergivores et beaucoup plus économiques. Alors un point qui est très important, il était signalé tout à l'heure par mes prédécesseurs, c'est qu'on est dans la copro sur un cycle de décision assez long. Hein. C'est-à-dire qu'on a une assemblée générale annuelle. Il peut y en avoir des extraordinaires, mais souvent c'en est une par an. Et puis on a tout un accompagnement qui se fait également par la voie des conseils syndicaux. Hein. Donc il faut trouver la bonne solution, expliquer ce que l'on préconise, le retour sur investissement, parce qu'on passe toujours par là, c'est le nerf de la guerre, et puis ensuite que ces préconisations soient validées en assemblée générale avec les quorums qui vont bien. Donc ça c'est important, on a des responsables commerciaux, on a Olga là, qui est présente ici et qui rencontre très souvent les copropriétaires lors de conseils syndicaux ou lors des assemblées générales, quand ils ont besoin d'explications, pour porter nos offres et obtenir les décisions qui vont bien. Alors voilà, l'accompagnement est très très important dans ce cycle de décision. Alors une PAC, ça a beaucoup d'avantages. Ça produit à minima du chauffage, de l'eau chaude, du rafraîchissement également, hein, notamment sur de la PAC RR, avec quand même un triple objectif qui est une baisse des consommations d'énergie, on a parlé du COP, un bon confort d'utilisation. On a beaucoup de copropriétaires qui, sur l'Île-de-France, mais également partout, commencent à nous solliciter en nous disant, voilà, j'ai une vieille chaufferie fuel, une vieille chaufferie gaz, où mes postes P1, fourniture de combustible, explosent. Du P2, du P3, pas toujours très adapté. Hein, ça, c'est des sigles que vos gestionnaires connaissent bien. P2, c'est pour la partie maintenance. P3, c'est la partie renouvellement des matériels. Donc, ce sont des vieux contrats qui commencent à être très onéreux, qui ne sont plus du tout adaptés et qui viennent nous voir en nous disant « Mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en lieu et place ?» Voilà. Et puis, bien entendu, quand même une meilleure protection de l'environnement parce qu'en effet, ça permet de diminuer sensiblement, je dirais, le CO2 et tout ce qui concerne l'effet de serre. Et puis, on en a parlé tout à l'heure. Bon, il y a des aides assez multiples concernant le financement. Hein. Donc, nous, on a Domo Finance au sein du groupe. Voilà, il y a des C2E, il y a de la prime rénov. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour aider les copropriétaires à financer en partie la transition énergétique et le passage à la pompe à chaleur. Si on regarde le budget, merci Franck pour cette présentation. Si on regarde le budget pour... ah voilà, vous avez encore des diapos. Oui, mais je vais aller très très vite. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut mettre de la PAC dans bon nombre de cas. Vous voyez, ça peut venir en substitution de chaudières gaz individuelles, quel que soit le type de raccordement. On peut le mettre en place sur une installation électrique. Hein, en électricité, c'est déjà bien. Ou en substitution, et c'était le cas que j'évoquais précédemment, d'une chaufferie collective, gaz ou fuel. Alors, en termes de coûts, là, oui, quand on migre sur des nouvelles solutions, vous allez me dire que ça dépend du matériel qu'on installe. Oui, alors je vais vous répondre sur la partie individuelle parce qu'on a beaucoup plus de recul sur la partie individuelle. Installer une PAC, allez, je vais vous donner une fourchette assez large, ça va entre 12 et 16 000, 17 000 euros pour la pose. Voilà. Ensuite, il y a une partie mise en service qui est importante parce qu'on est station technique agréée et on est habilité par les constructeurs à mettre en service et à effectuer l'entretien des installations. Une mise en service de PAC, c'est, je dirais, aux alentours de 400 euros sur un logement individuel. Et ensuite, il y a la partie entretien. Vous savez qu'il y a un décret qui est paru en 2020, en juillet 2020, qui impose
L'entretien d'une pompe à chaleur, hein, il y a un fluide frigorigène, donc il y a des choses à vérifier. Et pour vous donner un ordre d'idée, un entretien de pompe à chaleur, c'est entre 200 et 250 € hors taxe par an et par appareil. Alors, en collectif, puisque là on est quand même sur le sujet de la copropriété, on a beaucoup moins de recul. C'est-à-dire qu'en fait, on est sujet et assujetti aux contraintes du bâtiment et à sa structure. C'est-à-dire qu'il faut voir où on peut mettre les unités extérieures. Ça peut se mettre sur les terrasses, ça peut se mettre sur les façades extérieures. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on ait l'espace suffisant. On a aussi des problèmes de nuisance sonore. Une pompe à chaleur, ça dégage des décibels. Hein, donc voilà, il faut être attentif à ça parce que ça peut être quand même assez difficile à vivre. Et dans tous les cas de figure, on est au cas par cas. Donc là, il y a vraiment une visite technique qui va être faite par nos techniciens, par nos chefs d'équipe, pour envisager la solution qui sera la plus appropriée. Et on n'a vraiment pas de solution, je dirais, prédéfinie. Hein, c'est vraiment, on va se rendre sur site, on va vraiment voir ce qui apparaît comme le plus intéressant en termes de coûts et en termes d'encombrement et de nuisance sonore. On peut l'installer, les pompes à chaleur aussi sur les toitures, quand on est de terrasse. Alors, tout à fait, c'est beaucoup plus simple sur les immeubles neufs. Mais en tout cas, oui, tout à fait, vous avez raison. On peut installer les pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur en collectif, c'est quoi? C'est souvent des pompes à chaleur individuelles qu'on monte en cascade. Il y a des constructeurs qui ont lancé quelques pompes à chaleur de grande puissance. Je pense à Auer, par exemple. Mais généralement, vous avez des pompes à chaleur sur les toits. Et ensuite, pour la production d'eau chaude, vous pouvez avoir des ballons primaires ou ballons tampons qui vont venir alimenter en eau chaude les logements. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on cherche à faire de la rénovation globale, de rénover globalement un bâtiment, c'est-à-dire faire l'isolation thermique par l'extérieur, diminuer la consommation énergétique du bâtiment et puis ensuite amener l'énergie. Est-ce qu'on peut conseiller, là ça vaut pour les réseaux de chaleur comme pour les pompes à chaleur, est-ce qu'il faudrait donner un conseil, c'est-à-dire on commence par isoler le bâtiment avant de distribuer de l'énergie ou on change sa source d'énergie et puis après on fait les travaux? On peut tout à fait en fait envisager un raccordement au réseau de chaleur avant de procéder en fait aux travaux de réhabilitation. En fait, j'allais dire qui peut le plus peut le moins. On va simplement installer en fait des équipements un petit peu plus gros. La différence en fait ne sera pas si importante que ça et permettra à la résidence en fait de déjà procéder à des économies d'énergie d'une part et des économies en fait sur son portefeuille en fait d'autre part avant la réhabilitation. Alors, excusez-moi, je prends la main sur les pompes à chaleur. C'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment une étude de dimensionnement qui est vraiment qui est hyper importante pour bien dimensionner le matériel par rapport aux besoins du logement. Donc là, en effet, cette opération est plus importante pour la mise en place d'une pompe à chaleur. Et puis on peut imaginer aussi, vous vouliez préciser quelque chose, vous n'avez pas de micro. Moi je dis quand même que d'abord il faut isoler les logements avant toute chose, il faut isoler les logements. Oui, parce que ce qu'on imagine, c'est quand on fournit des calories à un immeuble, puis finalement on ne peut pas les fournir à un autre. Et donc plus on est isolé, plus on a la capacité à venir fournir de l'énergie à un maximum de logements. Je pense que ça doit comment dire, l'un et l'autre doivent aller ensemble, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut envisager vraiment en fait qu'à partir du moment où une copropriété en fait consomme énormément en fait d'énergie, il faut qu'elle ait déjà en fait dans sa vision, peut-être à court ou moyen terme, en fait une vision de réhabilitation des bâtiments. Et le raccordement au réseau de chaleur va le permettre de l'accompagner en fait justement via le biais des économies d'énergie et donc de pouvoir en fait derrière procéder, pourquoi pas en fait à investir en fait dans la réhabilitation. Mais les deux doivent être intimement liés à mon sens. Oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce que sur les réseaux de chaleur que vous avez sur le territoire, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez fournir en termes d'énergie? Est-ce qu'ils sont utilisés à 80, 90%, 100%? Alors déjà, avant de parler d'énergie renouvelable, non, les réseaux ont une capacité de développement. C'est hyper important d'avoir, que ce soit en moyen de production comme dans les canalisations, la capacité d'étendre le réseau et de fournir à davantage de copropriétés. Et en termes d'énergie renouvelable, on le voit avec l'interconnexion de Sevran-Villepinte. Côté Villepinte, il y avait encore de la capacité d'apporter de l'énergie renouvelable supplémentaire sans construire un nouveau puits de géothermie. C'est ça qu'il faut retenir dans cette histoire d'interconnexion, c'est qu'on a aussi de la disponibilité sans avoir à faire de nouveaux puits. Mais oui, il y a de la disponibilité. Il y a de la disponibilité, donc d'où l'intérêt quand même de raccorder plutôt des bâtiments qui sont peu énergivores, parce que je peux en raccorder un maximum.
Oui, de toute manière, ces actions doivent se faire en parallèle. Je pense qu'il n'y a pas forcément de priorité. Il faut raccorder les copropriétés pour leur permettre de bénéficier d'une chaleur efficace et verte, mais également que ces copropriétés s'isolent. Les deux sont nécessaires et les réseaux peuvent se développer et raccorder ces copropriétés. Et cher public, est-ce que vous avez des questions alors à poser sur les réseaux de chaleur ou des témoignages à nous faire? Il y en a qui sont connectés peut-être. Ah voilà, monsieur, on va vous donner un micro. Attendez, je vais prendre celui-là. Benjamin va faire. Voilà. Oui, bonjour. J'ai entendu parler des packs connectés à des égouts. Est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Ah non, alors là, pas du tout. Je voudrais que là, je suis déficient sur le sujet. Je ne connais pas. Alors, allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur, vous voulez poser une question? Bonjour, je suis Théodore, je travaille chez Easy Comfort, je suis collègue de Franck. Donc, concernant la question de la récupération, ça s'appelle de chaleur résiduelle. On peut faire de la récupération sur, oui, effectivement, sur les eaux grises, on les appelle les eaux qu'on rejette aux canalisations. Avant qu'elles partent, on peut prendre la chaleur qu'elles contiennent. Donc ça, effectivement, c'est une solution qui est appliquée surtout dans le neuf, parce que dans la rénovation, on ne pourra pas le faire peut-être, mais c'est très difficile à le faire en rénovation. Donc ça se fait, mais dans le neuf, principalement dans le neuf. Et pour compléter, donc des réseaux de chauffage urbain comme la CPCU, qui est le réseau de Paris, qui fait 440 km, a mis en place un projet de grès bleu qui consiste à récupérer de la chaleur sur eau usée. C'est plutôt, je dirais, au stade expérimental quand même, et prototypaire. On ne parle pas d'une grosse production d'énergie, mais pour la technologie se développe et se met en place. Une autre question? Voilà, madame. Oui, je voulais savoir, dans le cadre de l'intercommunalité, je voulais savoir pourquoi les réseaux de Sevran et Villepinte n'étaient pas classés. Alors, ils sont prévus d'être classés, c'est-à-dire que le classement automatique n'avait pas encore lieu. Le décret ne prévoyait pas que ces réseaux soient classés automatiquement jusqu'à maintenant. Donc, le classement de ces réseaux, l'étude de classement de ces réseaux est en cours. De toute manière, ils seront classés automatiquement au 1er juillet. Et les villes étudient sous quelles conditions. C'est-à-dire qu'un classement de réseau, on ne peut pas juste dire un réseau est classé. Le classement d'un réseau s'accompagne d'une liste de critères qui définissent ce classement. C'est-à-dire que le classement du réseau d'Aulnay ne va pas dire exactement la même chose que le classement du réseau de Sevran, que le réseau de Tremblay. Il y a des... Alors, je vais peut-être laisser Mme Barbero compléter, mais donc chaque réseau, chaque ville doit étudier comment on va définir ce classement. Et de toute manière, il sera automatique arrivé au 1er juillet. Et ce sont les études qui sont en cours. Christelle va répondre. Vous m'avez perdu un micro là sur la scène. Il est derrière vous alors, Christelle. Je voulais bien, parce qu'avant qu'elle intervienne, savoir si les copropriétés qui sont aujourd'hui construites sur Sevran et Villepinte, puisqu'il n'y a pas ce classement qui est déjà à l'ordre du jour, vont donc opter pour une autre source d'énergie, et c'est à elles de faire la démarche, comme toutes les autres copros, vers vous, pour justement envisager cela, ou comment ça se passe? En fait, le classement dit que quand on est situé à proximité du réseau de CVO ou du réseau de Géopicta, on se raccorde forcément au réseau de chauffage urbain. Aujourd'hui, ces deux réseaux ne sont pas classés. Toute copropriété a la possibilité de demander le raccordement. Et comme je disais tout à l'heure, nous l'étudions quand on nous en fait la demande, ou nous, quand on voit une perspective de raccordement, nous l'étudions aussi, ou nous proposons à la copropriété de se raccorder. Mais le fait qu'un réseau ne soit pas classé n'empêche pas du tout le raccordement au réseau de chauffage urbain. Le classement dira juste, vous avez l'obligation de vous raccorder. Pour tout permis de construire qui sera déposé à proximité d'un réseau de chauffage urbain, le classement dira, ce bâtiment devra s'alimenter à partir du réseau de chauffage urbain. Le classement n'a pas d'impact sur la rénovation globale. C'est-à-dire, rénovation globale, je peux continuer avec ma chaudière gaz si j'ai une chaudière gaz. Alors, pour les bâtiments existants, c'est ça? Pour les bâtiments existants, oui. Ça, c'est une bonne question. Peut-être que Mme Barbero a la réponse. Que va dire le classement par rapport aux bâtiments existants qui sont à proximité d'un réseau de chauffage urbain et qui sont dans la zone de classement?
si le bâtiment décide de changer ses moyens de production, il devra se raccorder au réseau de chaleur. Oui, donc le classement dans la rénovation globale imposera aussi Oui, c'est les raccordement. nouvelles constructions et les constructions existantes qui vont changer leurs moyens de production. Et si on fait une rénovation globale, mais je ne change pas ma source de production d'énergie, là, je ne suis pas obligé de me raccorder au réseau de chaleur. Pour les travaux importants sur un bâtiment, ça rentre également dans les obligations du raccordement au réseau de chaleur. Voilà, donc, donc aujourd'hui, nous, à l'EPT, en fait, pour les 2 réseaux qui sont classés, on regarde tous les permis de construire et on vérifie si le raccordement a bien été prévu dans le permis de construire. Voilà, donc vous avez compris que vous allez être poussé à vous raccorder au réseau de chaleur. De toute manière, c'est un décret, hein. Ce n'est pas forcément nos délégations ou l'EPT qui a décrété ça, c'est un décret. Après, la commune peut délibérer pour définir la zone de développement prioritaire. Si elle ne délibère pas, c'est le périmètre de la délégation de service public qui sera appliqué. Voilà. Monsieur, vous avez une question alors? Oui, justement, pour poursuivre ce que vous dites. Donc, dans notre copropriété, imaginons qu'on fasse ces travaux, on veut se raccorder au réseau de chaleur, mais concrètement, il faudra dans chaque copropriétaire change ses radiateurs et qu'il y ait des conduites de radiateurs dans tout le voilà, c'est une très bonne question parce qu'on a parlé du raccordement au réseau de chaleur. On va vous reprendre le micro, monsieur. On a parlé du raccordement, mais qu'est-ce que ça impacte dans le logement finalement? Est-ce qu'il y a des travaux aussi à opérer dans le logement C'est un point qui a été abordé au tout début de ta présentation. Raccorder un bâtiment existant qui est aujourd'hui en chauffage individuel est très compliqué. Parce qu'il faut en effet monter ces colonnes montantes de chauffage dans chaque logement. Ça représente de lourds travaux. Aujourd'hui, les bâtiments les plus propices, les copropriétés les plus propices à se raccorder à un réseau de chauffage urbain, si elles ne le sont pas déjà, ce sont des bâtiments qui ont des chaudières collectives, avec déjà ces colonnes chauffage montantes. Et donc, en termes de travaux, on remplace la chaudière collective par un échangeur du réseau de chauffage urbain, qui est situé dans ce local technique, en pied de votre bâtiment. Mais il n'y a pas ces travaux à faire au niveau des radiateurs, des émetteurs. Oui, parce qu'on garde finalement son réseau local. Le réseau secondaire. Le réseau le réseau secondaire, lui, il n'est pas modifié. Mais dans le cas de chauffage individuel, là, il y a de lourds travaux. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais il faut peut-être un plan derrière pour accompagner la copropriété à le faire, parce que là, il y a de lourds investissements côté bâtiment. Ouais. Si on parle réseau, mais ça vaut aussi pour les packs, vous allez répondre, vous avez précisé, mais aussi en termes d'entretien par rapport à une chaudière gaz classique. Est-ce que c'est les mêmes coûts? Ça coûte un peu plus cher pour le copropriétaire? Et pour les packs aussi, si on compare par rapport à une chaudière classique, finalement, c'est quoi les coûts d'entretien? Si vous me permettez, je vais juste compléter en fait la réponse qu'a apportée en fait Sofiane pour dire que clairement dans une copropriété existante, on va venir vraiment s'adapter en fait aux équipements déjà en place. Le but c'est pas de bouleverser en fait le chauffage de la résidence, surtout si ça marchait bien avant avec le gaz. Quel est l'intérêt en fait, j'allais dire, de se raccorder et tout bouleverser? Non, on s'adapte vraiment en fait aux équipements. Par contre, pour les bâtiments neufs, donc ceux qui vont se construire, en tout cas, on essaye avec l'EPT d'imposer un régime de température plutôt basse température pour valoriser notamment les géothermies. Voilà, ça c'est le gros travail que nous menons bien en amont en fait de la réalisation en fait des bâtiments, mais en tout cas sur les résidences existantes, nous on s'adapte au régime de température. Alors concernant en fait la réponse en fait sur les coûts d'entretien, en fait ce qui va se passer, c'est que quand on va regarder la sous-station en elle-même, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais le local en fait dans lequel nous allons mettre en place nos équipements, on appelle ça une sous-station. Voilà, c'est ni plus ni moins en fait que le local où vous avez votre chaufferie actuelle, pour lequel on va enlever en fait les chaudières et mettre en place en fait ce qu'on appelle des échangeurs en fait de chauffage. Et bien évidemment, le coût d'exploitation en fait de ces échangeurs est bien moindre par rapport à celui en fait que vous avez avec vos chaudières. Donc clairement, la résidence fait des économies assez importantes en fait sur l'exploitation, notamment sur le P2, P3 dont on a parlé en fait tout à l'heure. Est-ce que la résidence garde son chauffagiste habituel ou non? Alors si. Alors nous en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux de chaleur ont une limite juridique. Nous, on est fournisseur de chaleur. Donc on va mettre en place des équipements qui permettent justement à la résidence en fait d'être fournie en chaleur, mais toute la partie distribution à l'intérieur en fait du logement,
des logements se fera en fait avec un exploitant qu'elle pourra décider et elle pourra continuer, si elle est contente avec son exploitant, continuer avec le sien. Franck ? Oui, juste une petite chose, en effet, en termes d'exploitants, on a des métiers différents. Nous, on s'occupe de la maintenance des chaudières gaz individuelles. Donc, pour répondre à votre question, le coût d'une maintenance P2, c'est uniquement la visite d'entretien et les dépannages justifiés, sans remplacement de pièces. C'est, on va dire, entre 75 et 90 euros hors taxe par an et par chaudière. Voilà. Un prestataire de chaufferie n'est pas le même. Nous, on a des cousins issus de Germain qui s'appellent Dalkia, la Crame, etc. Et on n'a pas le même métier. Et en fait, on s'est séparé les domaines de compétences par rapport à la puissance nominale des chaudières. Donc nous, on prend les petites chaudières qui desservent le logement. C'est des chaudières qui ont des petites puissances si on va rarement au-delà de 70 kW, mais ce n'est pas les mêmes métiers. Voilà, il y a des spécialistes de ce qu'on appelle la chaufferie et des gens qui sont plus spécialisés dans la maintenance de chaudières individuelles, comme Easy Confort. Et un coût de maintenance entre une pompe à chaleur et une chaudière un peu classique? Alors le coût de maintenance d'une pompe à chaleur est un peu plus élevé puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près un peu plus de 200 euros par an et par pompe à chaleur. Pourquoi? Alors l'obligation en fait réglementaire est faite une fois tous les 2 ans. Ça, faut le savoir. Pour une chaudière, c'est ce qu'on appelle le règlement sanitaire départemental et il se doit d'être fait une fois par an. Donc on n'est pas non plus sur le même calendrier, mais l'entretien d'une pompe à chaleur en effet est plus élevé parce qu'il y a du fluide frigorigène à vérifier et c'est un peu plus cher que sur une chaudière gaz. Mais on maîtrise mieux d'un autre côté son coût d'énergie. Exactement. Le COP, le fameux effet de levier qu'on a évoqué tout à l'heure, fait que voilà, c'est une économie d'énergie beaucoup plus importante que sur une chaudière à gaz. Est-ce qu'on a une dernière question, Shainez? Voilà, monsieur va poser une question. Ah voilà. Marois qui va poser une question. Oui, alors moi je voulais vous remercier pour chacun de vos présentations et les informations à mon sens très importantes. Moi je voulais juste souligner en ma qualité d'élu, parce qu'on parlait d'un plan d'interconnexion, ça c'est très important, mais il y a aussi dans le contexte qu'on vit actuellement des copropriétés qui veulent se désengager des réseaux de chaleur, c'est-à-dire qu'ils veulent sortir des réseaux de chaleur, parce qu'en fait on parlait tout à l'heure des copropriétés en difficulté. Là encore, et j'insiste, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le côté sensibilisation. Je pense qu'il est plus que jamais important de travailler sur ce pan-là. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur nos territoires. Par exemple, sur la ville de Sevran, on a 2 copropriétés qui se posent cette question-là. Donc voilà, ça c'était le premier point. Je voulais aussi informer du rôle de l'ALEPT sur un événement qui va être organisé. Monsieur Benfaïd parlait tout à l'heure de l'interconnexion Villepinte-Sevran. On travaille actuellement sur un comité de réseau de chaleur qu'on va mettre en place pour toujours cette volonté de pédagogie à l'égard des habitants qui sont raccordés à ces réseaux. Donc on travaille sur la ville de Sevran, on va continuer sur Villepinte. L'ALEPT travaille également sur les autres réseaux, y compris ceux de l'EPT. On a mis en place ce comité des réseaux de chaleur sur Rougemont, sur Tremblay. Voilà, on poursuit. Donc je voulais apporter cette information-là. Merci pour votre témoignage. Voilà, je crois qu'il est 12h35. On a fait le tour. Merci, on peut les applaudir.